On va entamer la troisième séquence qui est assez rapide parce qu'en fait elle introduit beaucoup les ateliers de l'après-midi. Je vais donner d'abord la parole à Pierre Janot, qui est avocat en droit du travail et qui s'intéresse aussi à la manière dont les citoyens, voire les actionnaires, en fait, aujourd'hui, sont aussi des leviers pour agir à l'échelle plutôt des entreprises, des filières ou des territoires. La parole à Pierre. Oui, merci. Rapidement, parce que je pense que tout le monde a un peu faim. Pierre Janot, alors oui, je suis avocat en droit du travail et je suis très inspiré par les travaux de Renaud Casano, qui travaille sur le droit social à vocation environnementale. Je vous invite aussi à lire, c'est tout à fait remarquable. Je suis élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors bon, la redirection à la région, vous connaissez, c'est souvent à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'elle se le fait le plus. Et en ce qui concerne l'association Actionnaires pour le climat, en fait, c'est qu'on part du principe que pour accélérer alors ce qu'on disait, les transitions qui sont trop douces ou la redirection qui serait plus brutale et plus radicale, forcément il faut à un moment donné parler le même langage, alors le langage du capital, des chefs d'entreprise, et donc mettre le pied dans la porte des assemblées générales, c'était aussi maintenant s'inviter dans des débats qui sont hyper intéressants et qui permettent aussi à la fois d'avoir deux pieds. Le pied, c'est les élus, CSE, avec lesquels on va beaucoup travailler sur ces logiques-là, avec des instruments, parce que la boîte à outils, elle est pleine. Ce qui manque souvent, c'est de l'ouvrir, cette boîte à outils. Et puis, bien évidemment, l'actionnariat salarié, qui, à mon avis, est trop souvent négligé et qui dispose de leviers qui sont tout à fait intéressants. Alors, on les a évoqués très rapidement ce matin, mais en fait, en France, on ne manque pas, et je pense que j'avais eu cette discussion avec toi, on avait pris un café, et on avait convenu du fait que en France, on avait quand même largement de quoi faire de l'environnement, de faire de la redirection. Il suffisait finalement de s'ouvrir aux outils législatifs qu'on avait, parce qu'on peut être très critique sur notre pays. En attendant, on est celui qui est certainement le plus au point à ce niveau-là. Regardez aujourd'hui les plans de vigilance. Alors, on va peut-être parler aussi de la CSRD ou du fait qu'aujourd'hui on parlait de backlash tout à l'heure. On est en train peut-être de rétropédaler, mais n'empêche que on peut être fier quand même d'être ceux qui sont certainement les plus en veille des enjeux environnementaux, du moins dans les entreprises. Alors, on a cette fameuse base de données environnementales, sociales, qui est très souvent pas renseigné du tout. Alors moi, j'invite les élus à faire le taf. Il faut maintenant que les CSE demandent que ces bases de données soient bien évidemment remplies. L'état des durabilités, c'est-à-dire que on avait la CSRD qui a été la DPEF, déclaration de performance extra-financière, sur lesquelles on est revenu. Mais maintenant, on a quand même cette CSRD. Alors oui, on peut être très critique. Oui, aujourd'hui, l'Europe est en train malheureusement de revoir ses plans, voire de rétropédaler. On est quand même encore un peu mieux que la Chine et bien évidemment les États-Unis à ce niveau-là, parce qu'on a aussi ces fameux plans de vigilance qui sont des cartographies de tous les externalités, les conséquences des activités économiques sur notamment les droits humains, sur les politiques sociales, sur notamment les externalités environnementales. Donc c'est pas rien si on sait s'en saisir, et bien évidemment avec tous les plans climat qui sont annoncés. On disait tout à l'heure beaucoup de greenwashing, effectivement beaucoup de greenwashing, mais mettons les sociétés à l'épreuve de ce qu'elles déclarent et sachons déchiffrer le vrai du faux, et c'est un petit peu ce sur quoi nous vous invitons. Donc, puisque le CSE est un acteur de la redirection écologique, effectivement, c'est lui qui va permettre la transformation en profondeur des modèles d'affaires et qui va permettre la redirection. À cela, confirmation, accord interprofessionnel du 11 avril 2023, signé par la CPME, signé par le MEDEF, signé par un certain nombre d'organisations syndicales, qui dit quoi? Qui affirme, ou du moins confirme, ces grands principes-là. J'ai dit qu'on était dans la fin du dualisme. On va passer de Descartes à Spinoza. On était dans un dualisme qui opposait écologie et économie, parce que et c'est un peu la problématique des valeurs et des conflits de valeurs qu'ont les CSE. Quand vous discutez avec les élus, pas plus tard qu'il y a 2 jours, avec les élus de Air Liquide, ils vous disent quoi? J'ai un peu de mal à placer l'environnement dans aujourd'hui des réalités sociales qui sont très dures.
où il y a des incertitudes économiques qui sont profondes et où il va être compliqué aujourd'hui de placer la question de l'environnement qui est en soi-même toujours ressenti comme des contraintes et des contraintes qui toujours génèrent des coûts et des coûts qui vont atteindre la profitabilité qui va atteindre les bénéfices et bénéfices qui va atteindre les dividendes. Et donc c'est très compliqué parce que on est tout de suite taxé lorsqu'on pose ces problèmes-là à aller contre les intérêts de l'employeur. C'est comme, j'allais dire, s'attaquer au singe nourricier, c'est-à-dire la plupart du temps les salaires, le pouvoir d'achat, la problématique effectivement des augmentations qui sont bien évidemment aussi ce sur quoi des élus sont entre guillemets notés par les salariés et ce sur quoi aussi ils sont jugés. Donc moi quand je parle de monisme et nous parlons de monisme, nous disons qu'en fait il faut comprendre et faire comprendre qu'en fait la problématique de la durabilité, elle est aussi associée à la problématique du capital et de la sécurisation du capital et de la sécurisation du modèle économique. Plus je suis en amont sur des enjeux notamment de résilience, de sobriété, de réduction de coûts, de maîtrise de la chaîne de valeur, de renforcement des approvisionnements, je parle le langage du capitaliste et je parle aussi le langage du chef d'entreprise. Et là, il peut m'entendre. Et là, je peux y avoir des convergences entre l'environnement, la santé, la sécurité au travail et les enjeux économiques de durabilité et de performance. C'est du moins ce qu'on pense parce que, visiblement, c'est toujours ce qui n'a pas été du moins compris ou ressenti par les chefs d'entreprise, les dirigeants et, a fortiori, bien évidemment, les actionnaires. Donc, il faut éviter ce qu'on appelait le spectre de la téphalisation. Tefal est typiquement une société qui est dans le déni le plus total. C'est une société qui est dans le don't look up le plus total. C'est une société qui ne veut pas, et ses dirigeants, je les ai écoutés sur France Inter il y a 2 semaines, continuent à dire mais nous, il y a 2 sortes de PFAS, les nôtres, ils sont inoffensifs, et la ménagère préfère nos revêtements, donc on continue plein pot. On ira payer un quart à nos salariés pour qu'ils aillent, le jour de la discussion du projet de loi, dire qu'il faut une exception Tefal, un amendement Tefal. On obtient notre amendement Tefal et on continue à faire du PFAS. Et tout ça, bien évidemment, ça pose une question. Parce que Tefal ne s'assure pas un avenir radieux. Tefal insécurise ses métiers. Tefal insécurise ses unités de production. Tefal se rend quelque part assez... du moins ternit son image vis-à-vis aussi de l'ensemble des usagers, des consommateurs, et notamment ceux qui seront victimes de ces perturbateurs endocriniens très néfastes pour la santé, pour les problématiques de stérilité, ainsi de suite. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est le meilleur exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et comment aujourd'hui les élus peuvent sortir de ce déni, sortir de cette instrumentalisation de l'emploi par les chefs d'entreprise. Il en est bien évidemment question. Le CSE, what else? What else parce qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui pour assurer justement cette transmission de ces réflexions, du fait que notamment on va être dans l'anticipation, l'appropriation, l'acceptabilité des projets. On va avoir donc une vision globale des enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux. On va pouvoir impliquer les salariés et on va faciliter l'appréhension des opportunités économiques. Et c'est la raison pour laquelle cette ANI, qui parle à la fois d'une réflexion qui serait sectorielle, qui serait géographique, va amener notamment l'ensemble, et on parlait tout à l'heure de coopération, de coordination, l'ensemble des acteurs économiques à se poser les vraies et bonnes questions dans un monde insécurisé, multicrise, où bien évidemment depuis maintenant quelques années on ressent bien que sécuriser ses filières, ses approvisionnements, son énergie, la sobriété, c'est donner des chances à l'emploi, au salaire, à l'activité, aux investissements, à la recherche, au développement, à toutes ces choses qui doivent normalement plaire, j'allais dire, au grand capital. Alors, vous verrez sur les enjeux environnementaux, c'est le fil d'Ariane du CSE. Je le dis avec beaucoup de regret, mais en fait, quand vous regardez le dialogue social, il y a pratiquement très peu d'élus qui posent la question, notamment dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques. C'est quoi notre société dans 5 ans? C'est quoi notre société dans 10 ans? Quelle est cette société qui sait que dans quelques temps, elle devra faire face à des pénuries d'eau, à des problématiques d'approvisionnement, et qui va devoir, bien évidemment, à un moment donné, plus que s'adapter,
qui va revisiter son modèle économique. En fait, elle n'est jamais posée, cette question. Et pourtant, elle est récurrente. On doit la poser dans le cadre notamment des consultations sur la politique économique et financière. On doit le poser aussi dans le cadre de la politique sociale. C'est quoi les métiers de demain? Et malheureusement, encore une fois, l'élu qui prendrait cette parole-là est parfois vilipendé, y compris malheureusement parfois ceux qui se sentent insécurisés par ces débats. Et quand on parlait tout à l'heure des attachements et de la psychologie, moi j'ai tendance à dire que le problème il n'est pas économique, il n'est pas juridique. Et tout à l'heure on parlait de Sébastien Boller, c'est remarquable. Et plus qu'une question de stratium, on est plutôt dans le fameux cortex singulaire, hein, qu'il décrit très bien dans son deuxième bouquin, La vie a-t-elle un sens, où il dit très bien qu'aujourd'hui, ces attachements nous empêchent de voir la vérité, la réalité. C'est aujourd'hui, bien évidemment, le problème du déni. Et ce déni, malheureusement, il est économique. On le voit bien actuellement, puisque les sociétés ne veulent pas voir, continuent de s'aveugler et surtout ne veulent pas entendre si ceux qui, au sein des CSE, sont amenés bien évidemment à travailler. Puis pour terminer très rapidement, j'espère que je suis dans les délais, je vais aller vraiment dans un périmètre proche et je vais être assez provocateur pour vous dire que sur nos fleurons grenoblois, on a le meilleur exemple de ces fameux greenwashing et d'un travail qui malheureusement, je dis pas pour rester parce que je connais très bien les élus, on avait animé un colloque et c'était toute l'attention qu'ils ont, c'est un dossier qui nous a beaucoup passionnés, mais celui de Schneider est particulièrement évocateur. Voilà une société qui nous dit et qui communique et qui se vend et qui donc est très bien cotée dans le cadre des investissements RSE comme une société exemplaire, 72%, nous dit-elle, de son chiffre et qui est lui-même dirigé vers l'économie durable. Et ben, quand on regarde la taxonomie, c'est-à-dire ce que l'Europe a mis en place pour élire des activités, et ben, ce Schneider ne représente dans ses activités que 20%. Schneider, c'est ICOP, c'est des énergies fossiles, et on continue à avoir des secteurs oil and gas extrêmement dépendants. Pourquoi je trouve dommageable que les élus ne s'en saisissent pas? Parce qu'ils ne traitent pas la question des unités de business rattachées à oil and gas, et donc de leurs collègues de travail, qui peut-être dans les GEPP, les GEPC, hein, ces fameux accords de gestion prévisionnelle, n'auront peut-être pas la ligne qui permettra de traiter de leur situation quand tout cela terminera, parce que forcément un jour ça terminera. Nous avons également très rapidement, au-delà de Schneider, travailler sur ST à l'époque, lorsque nous avions demandé que ce projet d'extension, 2,9 milliards, le plus gros investissement après le nucléaire dans la Ve République, fasse peut-être l'objet d'un plus d'attention, parce que ces gens-là sont venus avec, bien évidemment, le chèque du CHIPS Act, et puis, bien évidemment, Macron et le maire qui viennent, dans l'idée que l'eau n'était pas un problème dans le Grésivaudan, elle venait de la Romanche, elle était pure et cristalline, et surtout infinie. Cette question de pourquoi n'avez-vous pas posé le problème et n'avez-vous pas saisi la Commission nationale du débat public, c'était un débat qu'il fallait avoir, et c'est un débat qui a permis le redimensionnement, notamment sur les fameux enjeux autour des PFAS, du cuivre, du phosphore, de l'azote, et bien évidemment aussi de la consommation, 15 millions de mètres cubes. Et puis pour terminer, Air Liquide. Alors Air Liquide, dans l'esprit des gens, c'est l'hydrogène, c'est certainement les énergies du lendemain et du futur. Bon, en fait, Air Liquide a vraiment, du moins nous semble-t-il, et là aussi on pose la question de pourquoi les élus ne sont peut-être pas aussi vigilants qu'ils ne devraient l'être sur cette boîte qui se vend bien et formidablement bien auprès notamment des investisseurs sur les enjeux de demain. C'est quand même le 13e émetteur de PFAS en aura, c'est 35 millions de CO2 émis scope 1, scope 2, et je vous parle pas du scope 3, parce que d'ailleurs ils ne communiquent pas là-dessus, et que d'ailleurs pour eux les émissions de CO2 c'est pas un problème, parce que de toute façon ils le refacturent à leurs clients. Voilà aujourd'hui l'état d'esprit de ces boîtes. Donc tout ça pour vous dire que le chemin il est immense, saisissons-nous des outils qui existent. Et vous verrez que cette démocratie sociale interne, elle va beaucoup progresser. Il faut former les élus, il faut les sensibiliser. Complètement d'accord avec le radar, avec tout ce qui a été fait. Maintenant, il faut essayer de les décliner, ces politiques, et faire en sorte à ce qu'on puisse mettre les dirigeants des entreprises et les actionnaires devant des réalités, parfois tristes réalités, puisque comme on le sait tous, aujourd'hui, malheureusement, ces enjeux sont en train de disparaître. Donc, plaidons pour la convergence entre le social, l'environnemental
et puis bien évidemment l'économie et la santé au travail. Voilà un peu les quelques réflexions que je voulais vous partager. Merci Maître Jeannot. Pour continuer, cet après-midi, nous aurons un atelier sur l'enquête dans les territoires. Et il m'avait semblé intéressant de mettre sur la scène en fait des jeunes consultants qui aujourd'hui s'inscrivent dans cette approche de l'enquête, non pas dans les organisations mais dans les territoires. Donc j'ai donné la parole en fait à certains d'entre eux, mais avant à Marine en fait, qui elle représente une démarche qui est un peu entre ce que fait Maître Jeannot et ses approches dans les enquêtes dans les territoires. Marine est responsable et directrice de l'Institut éco-citoyen du Pays du Mont-Blanc. Et donc c'est une autre approche en fait qui est aussi une forme d'émancipation des citoyens à maîtriser de la donnée, pas la donnée d'entreprise, mais la donnée éventuellement environnementale à l'échelle d'un territoire qui en a besoin. Bonjour à toutes et tous, merci Xavier pour cette invitation. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui l'existence de ces outils. On a beaucoup entendu le terme de coopération, de territoire, de se rapprocher du terrain ce matin. Et ben, ces initiatives pourraient peut-être vous intéresser à la fois en tant que personne travaillant pour l'action publique territoriale, mais aussi dans le secteur associatif. La plus vieille initiative en la matière, c'est l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui a une quinzaine d'années aujourd'hui et qui s'est créé à la suite d'une contestation des habitants de Fos, qui est une ville évidemment éminemment exposée à différentes sources de pollution, au regard du terminal méthanier, du port, de nombreuses industries pétrolières notamment présentes sur place. Et donc, en plus de ça, donc dans ce contexte déjà de vulnérabilité environnementale et sanitaire, la métropole d'Aix-Marseille avait décidé de mettre en place un incinérateur sur la commune de Fos, sans consulter ni les élus ni les habitants. Ce qui a généré évidemment une contestation que l'on peut considérer comme légitime et la demande des habitants d'avoir plus d'informations sur les conséquences en matière sanitaire et environnementale de l'installation de cette nouvelle source de pollution. Et donc depuis 15 ans, l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer travaille à la mise en place et la concertation collégiale d'acteurs qui n'auraient normalement pas grand-chose à faire ensemble mais qui ont beaucoup de mal à s'entendre, donc des acteurs d'entreprises, des collectivités, des habitants, des associations de protection de la pêche, de protection environnementale. Et on observe dans un contexte de contestation de plus en plus important des propos ou des études, des rapports institutionnels et scientifiques, avec un contexte aussi de défiance fort à l'égard de rapports et d'études produits par des scientifiques, l'émergence de ces instituts éco-citoyens dans plusieurs territoires qui sont extrêmement pollués. Donc on a aujourd'hui quelques instituts qui commencent à se créer et à devenir, je dirais, opérationnels sur le terrain. C'est le cas de l'Institut éco-citoyen de l'Aude, qui travaille véritablement sur l'échelle départementale avec des enjeux extrêmement importants comme celui des pesticides. Vous avez évidemment toute la partie production viticole très forte. Et puis également l'industrie du nucléaire avec le site d'Orano qui est à quelques kilomètres de Narbonne. Et puis donc dans le Pays du Mont-Blanc, un territoire que certaines d'entre vous connaissent sans doute très bien, qui est un territoire très exposé aux enjeux de pollution, notamment de pollution PM10, PM2,5, donc en fait des pollutions qui sont liées au chauffage au bois résidentiel en hiver, et la source même de cette pollution génère une très grande défiance, voire une très grande contestation dans la vallée de l'Arve. Et donc l'Institut éco-citoyen du Pays du Mont-Blanc est une forme de réponse qui vient du territoire, qui a été demandée par les citoyens au pouvoir public, face à la fois à l'inaction, cette considération d'une inaction des pouvoirs publics, mais face aussi aux besoins de connaissances et d'informations scientifiques indépendantes. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Dans des territoires, on a beaucoup parlé ce matin de communs négatifs, du fait de faire des transitions. En fait, ces transitions, il faut les penser évidemment en concertation avec des acteurs du territoire associatif, mais il faut aussi les penser en concertation avec les habitants et typiquement envisager, comme c'est aujourd'hui le cas dans plusieurs territoires, des chaufferies collectives au bois parce qu'on peut considérer que c'est une façon de s'émanciper des énergies fossiles. Ça ne pourra pas bien se passer si on n'associe pas d'ores et déjà les habitants, les praticiens de santé aussi, aux réflexions. Et donc on est vraiment à la jonction entre outils de dialogue territorial, qui rassemblent des entreprises, notamment des entreprises ICPE. Donc nous, dans le cas de la vallée de l'Arve, c'est l'usine SGL Carbone qui est une des plus grosses industries de la vallée, qui fait partie du collège entreprise.
des collectivités, communautés de communes, communes. On peut évidemment à l'échelle de Lyon aussi envisager la métropole dans ce nouvel institut qui est en train de se créer, qui va travailler beaucoup sur les PFAS, et on comprend évidemment au regard de l'urgence sanitaire environnementale, associations, habitants. Et donc on se sert de l'enquête de manière participative, c'est-à-dire que pour les projets que l'on réalise sur le terrain, l'idée c'est de faire participer les habitants et les associations, puisqu'on s'aperçoit qu'on a parfois des personnes qui ont ce que l'on pourrait qualifier de savoir profane, mais en fait une très bonne connaissance du terrain, certaines personnes qui parfois ont travaillé aussi dans des entreprises polluantes et qui ont donc un autre regard, et qui veulent prendre leur part aussi à la production de savoir. Et donc penser les transitions dans les territoires sans penser aussi à cette connaissance profane, à ce savoir de terrain, c'est peut-être se couper aussi d'une partie de la population avec des risques majeurs que l'on retrouve d'un point de vue démocratique, mais que l'on retrouve aussi dans ce que j'appelais tout à l'heure ce contexte de défiance institutionnelle et scientifique très fort. Et donc c'est peut-être le deuxième pilier aussi intéressant des instituts éco-citoyens, c'est que cette gouvernance collégiale, elle se construit avec des chercheuses et des chercheurs de l'université publique. On travaille avec des chercheurs-chercheuses en sciences dures, en sciences sociales. Et l'objectif, c'est aussi de rapprocher les universités des territoires et des habitants. Dans le cas de la Vallée de l'Arve, ce n'est pas chose aisée, puisque l'université la plus proche, c'est celle d'Annecy, l'université Savoie-Mont-Blanc. Mais en tout cas, on essaye de rapprocher au maximum ces publics-là. Et puis le dernier pan, c'est le pan sanitaire, qui est aussi évidemment un angle aujourd'hui très important. Beaucoup d'organismes de la santé sont aujourd'hui en train d'intégrer cette approche One Health, donc une seule santé, pour intégrer notamment les enjeux de santé environnementale. Sauf qu'en fait, dans les territoires, on s'aperçoit bien, et beaucoup d'entre vous l'ont mentionné ce matin, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est pensé dans des ministères, dans des très grandes agences, un peu techno à Paris, je fais très grossièrement les choses, et puis la CPTS locale du Mont-Blanc qui travaille avec des praticiens de santé, pour qui l'enjeu c'est limiter au minimum les déserts médicaux et éviter d'avoir tous les généralistes qui travaillent en Suisse. Donc là aussi, il y a un enjeu de réconciliation entre des antennes urbaines qui amènent des recommandations et la réception par les praticiens de santé au local. Et donc, à travers nos actions, que ce soit dans l'Aude, à Fos et au Pays du Mont-Blanc, on essaye aussi d'amener à de la formation des professionnels de santé sur des pathologies qui sont liées typiquement aux problématiques de pollution de l'air. On essaye aussi d'embarquer les hôpitaux du Mont-Blanc et on essaye d'amener vraiment cette réconciliation institutionnelle et territoriale. Donc, je serais ravie d'en parler davantage avec vous cet après-midi si vous avez des questions. Et si cette approche territoriale vous intéresse, il y a une initiative en Isère aussi qui est en train de se monter, qui s'appelle le Parlement de l'Isère. Ça n'a peut-être pas vocation à devenir un institut éco-citoyen, mais ça a en tout cas pour objectif aussi de mettre autour de la table des acteurs de la pêche, des acteurs industriels. Alors on n'a pas encore vu ST Microélectronique sur réunion de travail, mais ça pourra peut-être arriver, des collectivités et évidemment des habitants. Merci. Merci Marine. On a cité l'Institut éco-citoyen de Fos. En fait, je pensais pas en parler, mais il y a Camille dans la salle. En gros, l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer travaille notamment sur les enjeux de redirection écologique des équipements culturels. C'est un projet dont on parlera peut-être dans un an, qui est lancé en fait avec le musée de Grenoble, la friche de la Belle de Mai, le Citron Jaune notamment, et Universcience. Donc il y a tout un volet aussi qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, qui concerne la redirection écologique des politiques culturelles et des équipements. Et l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer est impliqué, donc c'est intéressant de l'avoir cité. Maintenant, je donne la parole à Agnès, Romain, Aluna et Lisa. Puis il y a aussi Camille et le collègue de Vercors Citoyen peut-être dans la salle. Mais Agnès va être la porte-parole et avec Romain. Romain, tout à fait. Donc, on l'a vu avec la redirection écologique, nous cherchons à interroger les finalités de nos activités plutôt que les moyens. Ce qui permet des arbitrages, des renoncements et des réaffectations. Alors que si l'on questionne les moyens, on est dans une logique de conciliation où au mieux, on verdit les activités pour les maintenir, mais on les re-questionne pas. Et dans ce contexte, on est plusieurs et de plus en plus nombreux à expérimenter de nouvelles façons de faire pour aller vraiment à la racine des problèmes que l'on rencontre. Et l'enquête, au final, est pour nous un levier puissant et très pertinent pour éviter de faire des raccourcis. On part du principe que chaque situation est unique et singulière et que l'enquête permet d'éviter de mal poser le problème et donc de mal répondre à la situation et notamment d'éviter cet écueil de réfléchir aux moyens plutôt qu'aux finalités. Et donc ce matin, Alexandra Bidet nous a appelé à mettre le travail
au cœur de l'enquête. Et nous, cet après-midi, avec l'atelier, on va vous inviter à mettre également le territoire au cœur de l'enquête pour pouvoir justement re-questionner ces activités, parce qu'au final, les territoires, c'est les premiers, c'est eux qui subissent les externalités de ces activités. Je vais aller assez vite parce que du coup, je crois qu'on enquête moins bien le ventre vide. Et moi, je voulais juste vous donner 3 raisons pour qui font que l'enquête peut être effectivement un outil, un moyen indispensable pour enclencher ces redirections dans les territoires. La première raison, c'est d'abord que ça permet de faire face à des situations indéterminées, comme le disait John Dewey, un trouble, un problème épineux. Alors ça peut prendre plein de formes différentes dans les territoires, des situations qui sont uniques et singulières, comme l'a dit Agnès, mais ça peut être un projet d'extension de carrière. Je vais vous citer les exemples qu'on va aborder cet après-midi. Ça peut être des bâtiments délaissés d'une station de ski. Ça peut être un plan d'eau qui va bloquer une continuité écologique, ou ça peut être plus globalement un projet de territoire pour la transition d'un territoire de montagne. Donc ça permet de faire face à toutes ces situations, et qui sont des situations finalement dans lesquelles on n'est pas vraiment en mesure d'agir. La deuxième raison, c'est que ça permet de prendre au sérieux, de prendre en compte la communauté des personnes concernées. Déjà les identifier, donc tout au long du processus d'enquête, on va pas se le cacher, ne fonctionne que s'il s'inscrit un peu dans le temps long, d'identifier ces personnes, mais aussi aussi les invisibles, on va dire, les personnes auxquelles on pense moins souvent, et surtout de leur donner un espace-temps, comme disait Alexandra, pour s'exprimer, pour parler de leur expérience, parler des conséquences de la situation sur leur mode d'existence finalement. Et donc en cela, en donnant cet espace, en partageant cet espace avec toutes ces personnes concernées, ça opère des formes de démocratie radicale, comme disait John Dewey. Et enfin, la troisième raison, il y en a encore beaucoup d'autres, et si vous voulez qu'on en parle plus longuement, je vous invite à venir à l'atelier, au risque de créer quelques frustrations, ou à venir le 5 juin aux journées de la redirection, aux rencontres de la redirection écologique à Lyon. Et donc la troisième raison, c'est le côté transformateur de l'enquête. Alors pas une transformation au sens on vous garantit qu'on va partir d'un point A, la situation problématique, on va arriver à un point B idéal. Ça, je crois qu'il faut arriver à y renoncer. Mais plutôt de se dire qu'on va arriver collectivement à quitter cette situation indéterminée, et que ça va opérer des formes de transformation qui peuvent être très différentes en fonction des enquêtes, que ce soit le fait de simplement créer ou renouer des liens, assumer des conflits, des tensions, mais également cartographier des attachements, faire évoluer les postures, y compris des postures d'institutions. On pourrait encore lister pas mal de manières de rendre compte de ces enquêtes, ou de bénéfices, de conséquences de ces enquêtes, mais l'idée étant de se laisser affecter effectivement par ce processus-là. Voilà, et pour finir rapidement, donc cet après-midi, on va vous faire voyager. On ira sur la planète de Saint-Flour, dans les montagnes du Buëch et du Vercors, à cheval entre la Matésine et l'Oisans, et le long de la Vienne et de l'Arve. Et donc ces enquêtes, elles sont à l'initiative de citoyens, donc Vercors Citoyen, l'Institut éco-citoyen du Pays du Mont-Blanc, le collectif de la Nars de Nouvial. Ça peut être aussi à l'initiative de collectivités et d'acteurs économiques. Et ces initiatives, elles ont le soutien des chercheurs, comme Camille Joncher, qui a fait sa thèse sur un terrain, et de praticiens de l'enquête, comme Interstice et Autopo.
Et donc, nous vous invitons à venir explorer les différentes phases de ces enquêtes et les enseignements qu'on a pu en tirer. Et on va s'arrêter là et on a hâte de partager ce moment avec vous. Merci Agnès et Romain. Donc Lisa et Hanouna en fait représentent au topo. Camille est dans le coin de la salle, elle représente le travail mené dans la montagne Limousine. Et Vercors Citoyens, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Donc voilà, rendez-vous ici à 14h dans cette salle pour les ateliers sur l'enquête et les territoires. Pour le CST, continuer sa démarche en fait au sein de cet après-midi, je crois que vous allez au musée dauphinois. Donc on se donne rendez-vous pour ceux qui font partie des cercles et du CST à un coin buffet. Et puis le cercle se réunira cet après-midi en salle 3B, donc c'est à l'étage. Et puis pour poursuivre les échanges, pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits dans Enquête et Territoire ou dans l'atelier du cercle, on vous donne rendez-vous en salle 1, donc c'est à l'étage, pour échanger avec à la fois les consultants qui ont travaillé sur bifurcation RH ou certaines des personnes qui voudraient prolonger les échanges. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie, je m'excuse en fait pour le retard, et voilà, je remercie tous les intervenants, la Fondation Daniel Mitterrand pour son soutien, France Ville et Territoires Durables aussi pour un soutien, il y a Sébastien Maire qui est là, et surtout le CNFPT qui est notre partenaire de la journée. Merci à toutes et tous et à bientôt.